Donc vidéo sur le thème le domaine continental, et on va parler en particulier des indices tectoniques de l'épaississement crustal, c'est-à-dire qu'on va étudier tous les indices que l'on peut observer visuellement au niveau des roches pour prouver que finalement la croûte s'épaissit au niveau des zones de montagne, puisqu'on a vu que la croûte continentale au niveau des zones de montagne peut atteindre 70 km d'épaisseur. Donc on se basera sur des photos d'observation et en particulier des photos de zones qu'on a pu étudier lors de la sortie l'année dernière. Donc première figure tectonique qui montre qu'il y a un épaississement de la croûte continentale, c'est ce qu'on appelle des plis. Alors premier arrêt qu'on avait fait lors de la sortie, un arrêt au niveau pour observer le panorama de la dent d'Arclusa, donc c'est en... D'ailleurs j'ai mis 74 mais c'est 73, Savoie. Donc voilà ce qu'on a pu observer lorsqu'on s'est arrêté. Alors bien sûr là c'est une observation de photos aériennes, nous on était au sol mais on observait très bien ça. C'est-à-dire qu'on observait, alors vous avez ici la dent d'Arclusa, voilà, nous on était en bas près de l'autoroute, on la voit pas ici. Et on avait vu que par exemple ici ce qu'on remarque très clairement c'est qu'on a des couches les unes sur les autres ici, donc ce qu'on appelle en géologie des strates. Quand est-ce qu'on observe une mise en place de strates? Tout simplement des éléments qui se déposent les uns sur les autres, donc ça concerne des roches sédimentaires. Donc ici c'est des calcaires, on reverra la nature de ces roches plus tard, mais voilà, là vous avez des strates. Ce qu'on remarque aussi, c'est que normalement, lorsqu'elles se déposent, les strates, elles vont être à l'horizontale. Là, vos strates ne sont pas à l'horizontale, vos strates, elles sont plissées. Ici, on a une sorte de pli concave. D'accord ? Si on regarde l'âge de ces roches, on va se rendre compte que les couches qui sont en bas sont anciennes, les couches qui sont au-dessus sont plus jeunes, ce qui est plutôt normal lorsqu'on fait une dépose de strates. Vous avez forcément les couches les plus anciennes qui se déposent en premier, et puis la suivante par-dessus, et ainsi de suite. Donc, de fait, si tout reste tel que ça s'est déposé, les strates les plus anciennes sont en bas, les strates les plus récentes sont en haut. Donc ici, vous avez une succession de strates, avec les plus anciennes en bas, les plus récentes en haut, mais pliées. Donc là, dans le pli, alors c'est un pli qui n'est pas très serré, mais voilà. Vous avez ce qu'on appelle la charnière, le centre du pli. D'accord, comme ça. Et là, vous avez à l'intérieur du pli les roches récentes et à l'extérieur du pli les roches anciennes. Donc ce que vous observez ici, c'est un pli de type synclinal. Donc là, je vous ai repéré les strates, je les ai reschématisées de manière très simpliste pour vous montrer la forme du pli. Donc un synclinal, le synclinal d'Arclusa, qu'on a vu ensemble. Là, alors c'est une photo d'une zone qui n'est pas du tout dans les Alpes, c'est dans la chaîne de Zagros, donc c'est des montagnes qui se trouvent entre l'Iran et l'Irak. Mais par contre, c'est une magnifique image pour vous montrer encore des plis. Donc je pense que vous les voyez, vous repérez là encore des strates, des couches, et vous voyez qu'elles sont plissées. Alors juste devant vous, ici, vous avez un pli. Alors vous voyez que c'est un pli qui est inverse par rapport à celui qu'on vient d'étudier. C'est-à-dire qu'il est comme ça vers le haut. Si on date, ici on a les plus anciennes ici à l'intérieur et les plus récentes à l'extérieur. Là, c'est ce qu'on appelle la charnière du pli. C'est l'endroit où vous avez le virage finalement. Donc là, vous avez un pli qui est dans l'autre sens par rapport à ce qu'on vient de voir et dans l'autre sens, ce qu'on appelle un pli anticlinal. Voilà. La plus ancienne est en bas, la plus récente est au-dessus. Donc, comment est-ce que on peut avoir un pli? Tout simplement, on va avoir des forces de pression de part et d'autre, là. Donc, dans ce sens qu'elles se font face, c'est ce qu'on appelle une zone de compression. Et donc, ça induit ce genre de figure, c'est-à-dire que vos strates deviennent plissées. Donc, si on revoit un petit peu ce qu'on a vu avec l'idée d'anticlinal et de synclinal, ici, vous voyez, on a la charnière qui est là, la partie la plus ancienne qui est à l'intérieur du pli, la partie la plus jeune à l'extérieur du pli. Ça, c'est caractéristique de ce qu'on appelle un anticlinal. Forcément, à côté, vous avez le pli
qui inverse ici. Donc, où vous avez, alors la charnière est là. La couche la plus jeune est à l'intérieur du pli et la couche la plus ancienne est à l'extérieur du pli. Ici, vous avez un synclinal. Donc, quand on regarde dans les montagnes, on observe des tas de plis. D'accord? Et on va en voir encore des plus complexes, soit des anticlinaux. Donc, je vous encourage vivement à aller regarder la petite vidéo, elle est vraiment très courte, sur la mise en place de ces synclinales et d'anticlinales. Comme ça, vous verrez les éléments bouger. Autre arrêt qu'on a fait, toujours sur les plis, un arrêt sous le village de Saint-Michel-en-Maurienne, au niveau de la zone industrielle des œillettes. Donc on observait un panorama qui est un panorama au niveau du sommet de la Croix des Têtes, qu'on ne voyait pas très bien, qui était dans les nuages. Donc là, vous avez une vue aérienne de cette zone. La Croix des Têtes est ici. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on voit des strates ici. Là. On en voit une. Et si vous suivez bien, regardez ce qu'elle fait. Hop, virage. D'accord, certainement d'ailleurs qu'elle fait comme ça. Et elle reprend là. On la reconnaît, hein. Celle-ci, c'est la même que celle-ci. Donc ici, vous avez... Hop, hop. Là, c'est caché par le cône des éboulis qui est ici. Et puis une partie qui doit être enterrée. Et hop, ça revient là. Donc là, on a une succession de plis. Par contre, vous remarquez que ces plis, ils ont tendance à être un peu couchés. Alors, est-ce que c'est des anticlinaux des 5 arrière? Si j'y arrive, voilà. Ça montre qu'il y a un pli. Donc là, vous avez ici. Et là, vous voyez d'ailleurs qu'on interprète un autre synclinal, anticlinal. On le voyait moins bien. Nous, ce qu'on a vu, c'est ceci sur le site. D'accord? Il y en avait d'autres qui étaient plus là-bas, que j'ai pas en image. Donc ici, comment je sais que c'est un antin? Donc là, ici, vous avez l'élément le plus ancien et ici, les éléments les plus récents. Donc, on est sur un anticlinal ici, paf, qui devait terminer ici en synclinal et un nouvel anticlinal à côté. Alors, si vous regardez bien, on a l'impression que ces plis sont couchés. C'est ce qu'on appelle des plis couchés. Alors, comment c'est possible? Là encore, alors là, vous en avez un magnifique, alors qui n'est pas du tout dans la même zone. Enfin, c'est quand même dans les Alpes. C'est en Haute-Savoie, d'ailleurs, il y a une erreur dans la légende. Dans la vallée de l'Arve, c'est la vallée qui mène vers le Mont Blanc à Chamonix. Vous voyez une succession anticlinale, synclinale, qui sont empilés l'un sur l'autre. Alors, je vous les montre. Ici, vous avez l'anticlinal. Hop, la charnière du pli. Nouveau pli, charnière du pli. Hop, synclinal. Hop, retour. Et vous voyez que les plis sont l'un sur l'autre, carrément couchés. Donc on imagine bien, on comprend bien que ça permet d'épaissir la croûte ici, puisque les plis se posent les uns sur les autres. Alors comment c'est possible? Vous avez ici un petit schéma, donc toujours la compression, le plus jeune, le plus ancien, le synclinal, l'anticlinal, et à force de pousser, les éléments, au bout d'un moment, vous ne pouvez plus les plisser, il n'y a plus qu'à les empiler les uns sur les autres. Donc je vous ai symbolisé l'anticlinal, le synclinal en train de se coucher. Donc on comprend bien que ça permet un épaississement crustal. Donc cette figure tectonique montre qu'il y a compression et que ça s'empile. Autre figure qu'on a étudiée et qui montre que là encore vous avez un épaississement, donc un empilement des éléments, c'est les failles. Alors les failles, on a vu tous les types de failles en première. Je vous rappelle la définition que j'ai récupérée dans le dictionnaire de géologie. C'est une cassure de terrain, on casse de la roche, elle est cassante cette roche, avec déplacement relatif des parties séparées, c'est-à-dire que les deux compartiments qui seront séparés par la faille vont avoir un mouvement relatif, c'est-à-dire l'un par rapport à l'autre différent. Alors petit schéma rappel des types de failles. On ne voit pas toutes celles-là dans les Alpes et dans les chaînes de montagne, quoique on va en reparler plus tard. Vous avez les failles décrochantes, celles-ci. Alors, c'est-à-dire vous avez les deux blocs qui sont séparés par la faille. Et il n'y a pas de mouvement en hauteur, c'est un mouvement de côté, on va dire, horizontalement. Il y en a un qui se décale par rapport à l'autre. La faille normale, donc la faille là, hop, elle casse. Et là, vous allez avoir un mouvement en hauteur. Donc ici, vous avez un bloc qui glisse par rapport à l'autre. Donc en gros, on prend plus d'espace horizontalement. Donc ça se fait dans les contextes d'extension. Hop, un bloc
cassure et le bloc, paf, il tombe parce qu'il y a des forces d'extension. Ici, on a le même type de faille, mais cette fois, vous voyez que le mouvement est inverse. C'est-à-dire que cette fois, le bloc monte par-dessus l'autre. Alors ça, le seul moyen de l'expliquer, c'est que les forces soient inverses aux failles normales. Donc ici, on avait des forces d'extension. Ici, on a une force de compression, donc le bloc qui monte par-dessus. Pour réviser le mouvement de ces failles, je vous encourage à aller sur cette page internet sur laquelle vous avez des petites animations pour chaque type de faille pour montrer le mouvement. C'est rapide. Alors là, image du coup d'une faille qui n'est pas des Alpes ici, c'est une faille au niveau des Pyrénées, donc vers le Languedoc, hein, frontière entre la France et l'Espagne, petit rappel. Donc si je regarde, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais déjà là, on a des couches qui sont décalées. On voit bien que c'est la même couche ici que je retrouve, hop, décalée vers le bas. Et je vois pareil ici pour celle-ci, je vois pareil pour cette grise, et puis je sais pas si vous voyez, mais du coup entre les deux, on voit une ligne. C'est la faille. Donc si on retrace clairement les observations qu'on vient de faire, on vient de voir, donc là ici en rouge j'ai mis la faille, et puis j'ai coloré chaque couche pour voir le décalage. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que finalement, dans certaines zones, vous avez des couches qui sont en contact les unes avec les autres de manière anormale, ce qu'on appelle des contacts anormaux. Donc là, je vous les ai représentés ici. Donc c'est-à-dire que là, vous avez la couche qui est en bleu, qui est donc plus ancienne, puisqu'elle est plus ancienne que la verte, ici, et plus récente que la orange. Donc cette partie donc bleue est en contact avec du vert, et elle est même par-dessus le vert. Donc ici, on a un contact anormal, puisque le plus ancien est au-dessus du plus récent. On retrouve ce même genre de figure ici. Hein, la couche orange qui est la plus ancienne est au-dessus de la couche bleue qui est plus récente par rapport à elle. Donc on a une inversion de l'ordre des couches dans ces zones-là. C'est ce qui va mettre sur la piste de l'existence d'une faille, d'un accident tectonique. Et donc ici, la faille, elle est inverse. On voit que le bloc qui est ici est passé par-dessus ce bloc. Le seul moyen d'expliquer ça, c'est une compression, donc c'est-à-dire que on a poussé, il y a la faille, ça s'est cassé, et avec la force de compression, le bloc est passé par-dessus l'autre. Alors on a vu également d'autres éléments beaucoup plus grands que ce qu'on vient de regarder sur l'image. C'est ce qu'on a vu lorsque l'on s'est arrêté voir le panorama du Grand Galibier. Donc voilà le panorama. Bien sûr, là encore, c'est une image vue d'avion. Nous, on était au sol, donc on ne voyait pas aussi haut, mais on voyait exactement ça. Si vous retrouvez vos notes et vos schémas, vous allez repérer. Donc ici, vous avez le Grand Galibier, pardon, le sommet. Ici, vous avez le col. Là, vous avez le petit Galibier Est, le petit Galibier Ouest. Et là, j'ai assuré des zones qu'on avait remarquées avec le géologue. Donc ici, vous avez des calcaires datés du Trias. Donc là, sur le côté, je vous ai mis l'échelle des temps sur lesquels on va travailler sur cette image, dans l'ordre avec l'âge. Donc le Trias est le plus ancien. Ici, on a du Crétacé. Là, on a de l'Éocène, donc le plus récent. Ici, on a encore une barre de Trias, de nouveau, une barre de Crétacé, une barre de Jurassique et une zone d'Éocène. Donc ce qu'on voit finalement, c'est qu'on a encore des contacts anormaux, puisque le Trias, qui est le plus ancien, est par-dessus le Crétacé. Et ici, on a le Crétacé au-dessus de l'Éocène. Et ici, on a du Trias au-dessus du Crétacé nouveau. Et ici, le Jurassique au-dessus de l'Éocène. Donc, on a plein de contacts anormaux, comme si on avait des sortes d'écailles les unes sur les autres. Alors, comment c'est possible? Donc, je vous ai remis les éléments datés, les couches qui se sont déposées normalement, la plus récente en dessous, la plus ancienne en dessous, la plus récente au-dessus. On a une cassure liée au fait que ces roches sont cassantes et qu'il y a des forces qui s'exercent dessus. Elles se cassent et du coup, on va avoir ce genre d'éléments, puisque finalement, je peux dire qu'ici, vous avez ce qu'on appelle ces fameuses un peu failles inverses, sauf que cette fois, la faille inverse, elle se contente de décaler. Là, on a un élément qui passe par-dessus l'autre complètement. Elle le recouvre. Donc, on n'appelle plus ça une faille inverse, on appelle ça un chevauchement. Donc, voilà comment
peuvent se produire les chevauchements. On a la fameuse faille inverse qui décale, et puis à force, hop, on a carrément un compartiment qui va passer quasiment dessus, c'est-à-dire que l'angle que fait la faille ici devient plus horizontal. Donc c'est là qu'on passe dans ce qu'on appelle un chevauchement. Donc là, on les a sur le col du Galibier, sur le massif. Vous avez ici un chevauchement là, un chevauchement là, un chevauchement là, un chevauchement là, comme s'il y avait plein d'écailles les unes sur les autres. Donc forcément, ça s'empile et ça fait une plus grande épaisseur crustale. Donc là aussi, c'est une figure qui va entraîner l'épaississement de la croûte. Là, c'est un petit schéma qui vous permet de voir un peu plus en détail avec les datations, etc. et les formes plus précises du panorama qu'on vient de voir avec les fameuses barres du Trias ici. Là, on en a une petite aussi qui va être plus là, mais qu'on ne voit pas. Ici, vous avez la barre du Jurassique au-dessus de l'Éocène. Et donc, vous avez ici, c'est le sigle pour parler des failles et des chevauchements. Vous en avez une là, une là, une là, etc. Donc, définition du chevauchement, c'est donc un mouvement tectonique conduisant un ensemble de terrain à en recouvrir un autre par l'intermédiaire d'un contact anormal peu incliné. Donc, si par contre ce contact est horizontal complètement et qu'en plus ce déplacement de compartiment au-dessus d'un autre est de l'ordre du décakilomètre, c'est-à-dire des dizaines voire des centaines de kilomètres, alors on parle plus de chevauchement, là on parle carrément de nappe de charriage. Petit dernier pour la route, le chevauchement ici en Haute-Savoie. Donc vous avez la ligne ici, on la voit. Et si on date cette partie, donc on vous dit dans le schéma, c'est de l'Urgonien, ça fait partie de la période du Crétacé. Là vous avez le plus ancien, au centre, et le plus récent. Donc là on a de l'Urgonien et on voit que sur cette zone, elle va recouvrir presque à l'horizontale là. Du Crétacé supérieur. Donc on a un contact anormal du plus ancien par-dessus du plus récent. Donc en fait on a un énorme chevauchement qui se fait. Bon courage pour la suite.